De Villiers de l'Isle-Adam, extrait du recueil Contes cruels, la reine Isabeau. Vers 1404, je ne remonte si haut que pour ne pas choquer nos contemporains, Isabeau, femme du roi Charles VI, régente de France, habitait à Paris l'ancien hôtel Montagu, sorte de palais plus connu sous le nom de l'hôtel Barbette. Là se projetaient les fameuses parties de joutes aux flambeaux sur la Seine. C'étaient des nuits de gala, des concerts, des festins, enchantés tant par la beauté des femmes et des jeunes seigneurs que par le luxe inouï que la cour y déployait. La reine venait d'innover ses robes à la gore, où l'on entrevoyait le sein à travers un lacis de rubans agrémentés de pierreries, et ses coiffures qui nécessitèrent d'exhausser de plusieurs coudées le cintre des portes féodales. Dans la journée, le rendez-vous des courtisans, qui se trouvaient proches du Louvre, était la grande salle et la terrasse d'oranger de l'argentier du roi, Messire Escabala. On y jouait sur table chaude et parfois les cornets de passe 10 roulaient des dés sur des enjeux capables d'affamer des provinces. On y gaspillait quelque peu les lourds trésors amassés si péniblement par l'économe Charles V. Si les finances diminuaient, l'on augmentait les dîmes, tailles, corvées, aides, subsides, séquestres, maltotes et gabelles, jusqu'à merci, la joie était dans tous les cœurs. On s'essayait gauchement aux premiers jeux de cartes importés depuis quelques jours par Odette de Champ d'Hiver. Des paris de toute nature étaient tenus, on buvait là des vins provenus des meilleurs coteaux du duché de Bourgogne, les tansons nouveaux, les virelais du duc d'Orléans cliquetaient. La fille de ce riche homme, Bérénice Escabala, était une aimable enfant des plus jolies. Son sourire virginal attirait les seins fort étincelants des gentilshommes. Il était de notoriété que la grâce de son accueil était indistincte pour tous. Un jour, il advint qu'un jeune seigneur, le vidame de Maule, qui était alors le favori d'Isabeau, s'avisa d'engager sa parole, après boire, certes, qu'il triompherait de l'inflexible innocence de la fille de ce maître Escabala. Bref, qu'elle serait à lui dans un délai rapproché. Ceci fut lancé au milieu d'un groupe de courtisans. Autour d'eux bruissaient les rires et le refrain de l'époque, mais le tapage ne couvrit pas la phrase imprudente du jeune homme. La gageure, acceptée au choc des coupes, parvint aux oreilles de Louis d'Orléans. Louis d'Orléans, beau-frère de la reine, avait été distingué par elle dès les premiers temps de la régence d'un attachement passionné. C'était un prince brillant et frivole, mais des plus sinistres. Il y avait entre Isabeau de Bavière et lui certaines parités de nature qui font ressembler leurs adultères à un inceste. En dehors des regains capricieux d'une tendresse fanée, il sut toujours se conserver dans le cœur de la reine une sorte d'affection bâtarde qui tenait plutôt du pacte que de la sympathie. Le duc surveillait les favoris de sa belle-sœur. Lorsque l'intimité des amants semblait devenir menaçante pour l'influence qu'il tenait à garder sur la reine, il était peu scrupuleux sur les moyens d'amener entre eux une rupture presque toujours tragique. L'un de ces moyens fut-il même la délation. Le propos en question fut donc rapporté par ses soins à la royale amie du vidame de Maule. Isabeau sourit, plaisanta cette parole et sembla n'y point donner plus d'attention. Une nuit, à quelque temps de là, le sire de Maule était auprès de la reine à l'hôtel Barbette. L'heure était avancée. La fatigue du plaisir ensommeillait les deux amants. Tout à coup, monsieur de Maule crut entendre dans Paris des sons de cloches agitées à coups isolés et lugubres. Il se dressa. « Qu'est-ce que cela » demanda-t-il. « Rien, laisse, » répondit Isabeau enjouée et sans rouvrir les yeux. « Rien, ma belle? N'est-ce pas le tocsin? »« Oui, peut-être. Eh bien, ami, le feu a pris à quelque hôtel ?
J'y rêvais, justement, dit Isabeau. Un sourire de perle entr'ouvrit les lèvres de la belle dormeuse. Même, dans mon rêve, continua-t-elle, c'était toi qui l'avais allumé. Je te voyais jeter un flambeau dans les réserves d'huile et de fourrage, mignon. Moi? Oui, elle traînait les syllabes languissamment. Tu brûlais le logis de Messire Escabala, mon argentier. Tu sais bien, pour gagner ton pari de l'autre jour. Le sire de Maule rouvrit les yeux à demi, pris d'une vague inquiétude. Quel pari? N'êtes-vous pas endormi encore, mon bel ange? Mais ton pari d'être l'amant de sa fille, la petite Bérénice qui a de si beaux yeux. Oh, quelle bonne et jolie enfant, n'est-ce pas? Que dites-vous, ma chère Isabeau? Ne m'avez-vous point comprise, monseigneur? Je rêvais, vous disais-je, que vous aviez mis le feu à la demeure de mon argentier pour enlever sa fille pendant l'incendie et en faire votre maîtresse afin de gagner votre pari. Le vidame regarda autour de lui en silence. Les lueurs d'un sinistre lointain éclairaient en effet les vitraux de la chambre. Des reflets de pourpre faisaient saigner les hermines du lit royal. Les fleurs de lys d'exécution et celles qui achevaient de vivre dans les vases d'émail rougeoyaient. Et rouges aussi étaient les deux coupes sur une crédence chargée de vin et de fruits. « Ah, je me souviens, dit à mi-voix le jeune homme, c'est vrai. Je voulais attirer les regards des courtisans sur cette petite pour les détourner de notre joie. Mais voyez donc, Isabeau, c'est réellement un grand incendie. Les flamboiements s'élèvent du côté du Louvre. » À ces paroles, la reine s'accouda, considéra très fixement et sans parler le vidame de Maule, secoua la tête, puis, indolente et rieuse, appuya sur les lèvres du jeune homme un long baiser. « Tu diras ces choses à maître Capeluche lorsque tu seras roué par lui en place de Grève ces jours-ci. Vous êtes un vilain incendiaire, mon amour. » Et comme les parfums qui sortaient de son corps oriental étourdissaient et brûlaient les sens jusqu'à ôter la force de penser, elle se pressa contre lui. Le tocsin continuait. On distinguait dans le lointain les cris de la foule. Il répondit en plaisantant. « Encore faudrait-il prouver le crime ?» Et il rendit le baiser. « Le prouver, méchant! Pourrais-tu prouver le nombre de baisers que tu as reçus de moi? Autant vouloir compter les papillons qui s'envolent dans un soir d'été. » Il contemplait cette maîtresse ardente et si pâle qui venait de lui prodiguer les délices et les abandons des plus merveilleuses voluptés. Il lui prit la main. « D'ailleurs, ça sera bien facile, » continua la jeune femme. « Qui donc avait intérêt à profiter d'un incendie pour enlever la fille de Messire Escabala? Toi seul. Ta parole est engagée dans le pari. Et puis, tu ne pourras jamais dire où tu étais lorsque le feu a pris. Tu vois, c'est bien suffisant au Châtelet comme élément de procès criminel. On instruit d'abord et puis... » Elle bâilla doucement. « La torture fait le reste. »« Je ne pourrais pas dire où j'étais ?» demanda M. de Maule. « Sans doute, puisque, du vivant du roi Charles VI, vous étiez à cette heure-là dans les bras de la reine de France. Enfant que vous êtes !» La mort se dressait, en effet, et horrible, des deux côtés de l'accusation. « C'est juste, » dit le sire de Maule sous le charme du doux regard de son ami. Il s'enivrait d'envelopper d'un bras cette jeune taille ployée en la chevelure tiède, rousse comme de l'or brûlé. « Ce sont là des rêves, dit-il. Oh, ma belle vie !» Ils avaient fait de la musique dans la soirée. Sa citole était jetée sur un coussin. Une corde se cassa, toute seule. « Endors-toi, mon ange. Tu as sommeil
dit Isabeau en attirant avec mollesse sur son sein le front du jeune homme. Le bruit de l'instrument l'avait fait tressaillir. Les amoureux ont des superstitions. Le lendemain, le vidame de Maule fut arrêté et jeté dans un cachot du Grand Châtelet. Le procès commença d'après l'inculpation prédite. Les choses se passèrent exactement comme le lui avait annoncé l'auguste enchanteresse. Il fut impossible au vidame de Maule de trouver ce qu'en termes de justice on nomme un alibi. La condamnation à la roue fut prononcée après la question préalable, ordinaire et extraordinaire durant les interrogats. La peine des incendiaires, le voile noir, etc., rien ne fut omis. Seulement, un étrange incident se produisit au Grand Châtelet. L'avocat du jeune homme l'avait pris en affection profonde. Celui-ci lui avait tout avoué. Devant l'innocence de M. de Maule, le défenseur se rendit coupable d'une action héroïque. La veille de l'exécution, il vint dans le cachot du condamné et le fit évader à la faveur de sa robe. Bref, il se substitua. Fut-il le plus noble cœur? Fut-il un ambitieux jouant une partie terrible qui le saura jamais? Encore tout brisé et brûlé par la torture, le vidame de Maule passa la frontière et mourut dans l'exil. Mais l'avocat fut gardé à sa place. La belle amie du vidame de Maule, en apprenant l'évasion du jeune homme, en éprouva seulement une excessive contrariété. Elle ne voulut pas reconnaître le défenseur de son ami. Afin que le nom de M. de Maule fût effacé de la liste des vivants, elle ordonna l'exécution quand même de la sentence, de sorte que l'avocat fut roué en place de grève au lieu et place du sire de Maule. Priez pour eux.